Bonjour, nous attendons encore Oui, les participants ok. qui entrent, les nombreux participants qui entrent dans la salle pour ce webinaire d'une heure. On se tiendra à ce temps-là, se reconvertir à 30 ans. Bienvenue à ce séminaire organisé à ce webinaire organisé par la CFDT Cadre. Avec le soutien de l'APEC, avec Pierre Lamblin et Florence Sequalino qui sont présents parmi nous. On va donner la parole de manière pendant 15 minutes à Pierre puis à Florence. On ne les interrompra pas, on mettra les questions dans la conversation. Je me chargerai de faire une synthèse et de les poser. En revanche, si quelques-uns d'entre vous veulent témoigner de leur reconversion. Ils y sont évidemment invités de manière rapide, mais c'est toujours intéressant de pouvoir partager sur cela. L'APEC qui est avec nous est une association paritaire qui accompagne, alors je le dis de manière simple, gratuitement, les salariés à toutes les étapes clés du parcours professionnel. C'est une très très grosse association, 1000 collaborateurs partout sur le territoire. Et c'est surtout un site internet, apec.fr, sur lequel vous pouvez vous connecter, vous renseigner et surtout prendre rendez-vous. Alors, pourquoi ce séminaire? Les jeunes diplômés, on le voit parfois, comme récemment, dès la remise de diplôme, ça fait en ce moment un peu la une sur les réseaux sociaux, la remise du diplôme de AgroParisTech. Certains jeunes diplômés aspirent très tôt à se reconvertir. Alors les étudiants que l'on a vus là lors de cette actualité récente disaient ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et ils appelaient à bifurquer. Ils voyaient le risque de ne pouvoir se reconvertir, disait-il, qu'une énième fois dans le même taf, mais repeint en vert. Ce sont des citations. Il y a un mouvement qui existe. Voilà, il ne faut pas non plus porter un miroir trop grossissant sur le phénomène des reconversions, des reconversions dans la vraiment toute première partie de carrière. Mais il est vrai que nous aussi, lors des débats avec les jeunes, dans le cadre du coup de pouce jeunes diplômés que nous avons mené depuis 2020, quand nous leur posions la question pour vous, c'est quoi un emploi de qualité? Ils nous répondaient, c'est un emploi qui a du sens, un emploi dans lequel la hiérarchie ne m'étouffera pas. Il y avait la question de l'aspiration à l'autonomie. Et c'est un emploi dans lequel je continuerai à apprendre, à me former, et surtout un emploi dans lequel je ne serai pas mise en porte-à-faux sur mes convictions sur les enjeux climat. Quelle est l'ampleur du phénomène actuellement dans un contexte du marché du travail qui est tout de même extrêmement favorable pour la mobilité des salariés? Qu'est-ce réellement qu'une reconversion? Quelles sont les aspirations qui guident les reconversions? Et puis alors de manière plus concrète, quels conseils pouvons-nous délivrer aux candidats à la reconversion? Tous ces sujets vont être traités pendant cette première heure. Et alors, nous avons rencontré en préparant ce webinaire Nathan, qui justement va pouvoir témoigner en 3 minutes de sa reconversion. Je vous propose de l'écouter en vidéo. Du coup, je m'appelle Nathan Coutable, j'ai 29 ans, je suis ingénieur de formation et aujourd'hui je travaille dans une association qui s'appelle l'Observatoire des formations citoyennes, qui travaille avec les écoles d'ingénieurs et qui met en place des études participatives dans ces écoles-là pour étudier notamment leur formation autour des enjeux socio-environnementaux. Donc, je suis sorti d'école en 2016, j'étais à l'INSA de Lyon. Et en sortie d'école, j'ai intégré ce qu'on appelle une entreprise de service du numérique. C'était différentes missions que je faisais dans l'aéronautique, puisque j'étais à Toulouse à ce moment-là. La dernière, elle a duré quasiment 2 ans. Bon, en fait, ça a été sur un temps, on va dire sur une période assez longue. Assez vite, je me suis posé des questions sur mon travail, sur le travail
qu'on faisait dans cette mission-là, puisque j'étais un peu confronté déjà à l'ennui, c'est-à-dire que j'avais des tâches qui étaient quand même assez répétitives, et je voyais aussi autour de mes collègues pas mal de cet ennui-là aussi, puis mal aussi parfois de souffrance, notamment avec des collègues qui pleuraient avant d'arriver au travail, certains qui racontaient le fait qu'ils avaient des burn-out assez jeunes dans leur carrière. Donc tout ça m'a posé un peu des questions, et j'avais considéré que c'était quelque chose qui était, de mon point de vue, pas normal en tout cas, mais j'arrivais pas à l'expliquer ce qui se passait. Et aussi la question des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, donc c'était aussi un problème aussi de travailler dans ce domaine-là. De mon point de vue, en tant qu'ingénieur, je considérais que c'était pas forcément là où je serais le plus utile aussi pour lutter contre le changement climatique. Ça a pris quasiment 2 ans, parce que ça a été toute une période en fait où effectivement je me sentais pas à l'aise dans mon poste, mais en même temps je savais pas forcément ce que je voulais faire. Finalement, en 2018-2019, j'ai choisi de suivre un master au CNAM en sciences humaines et sociales, et ça m'a énormément plu. Et c'est là où je me suis dit, les sciences humaines et sociales, c'est là-dedans que je veux travailler, quoi. Du coup, je l'ai découvert un peu par hasard, par des recherches YouTube au fur et à mesure. Je suis tombé sur ce qu'on appelle une conférence gesticulée d'Ingénieurs sans frontières, et ça m'avait énormément intéressé. Donc j'ai envoyé un mail à l'association, et ils m'ont mis en contact avec un bénévole à Toulouse d'Ingénieurs sans frontières. Et en fait, ce bénévole-là était en train de monter finalement l'association l'Observatoire des formations citoyennes. Et donc quand il m'a présenté l'observatoire, ça m'a d'une certaine manière encore plus plu, puisque en fait c'était le fait de réunir à la fois des ingénieurs et des enseignants en sciences humaines et sociales. Et du coup c'était un peu rassembler ma formation initiale avec ma passion actuelle. J'ai rejoint l'association en tant que bénévole pendant à peu près 1 an et demi. Fin 2020, en gros, ils ont un poste qui a ouvert où j'ai postulé. J'ai été recruté à partir de fin 2020. Principalement, c'est donc de mettre en place et de réaliser des études dans les écoles d'ingénieurs autour de leur formation, et notamment sur les questions d'enjeux sociaux et environnementaux. Et donc l'idée de faire participer, c'est-à-dire les élèves ingénieurs, en fait les étudiants avec l'association viennent du coup par exemple faire passer des entretiens à différents acteurs. Il y a différents aspects qui me plaisent énormément dans ce travail, mais il y a l'aspect du coup de l'intérêt des tâches en elles-mêmes que je réalise. Il y a l'aspect aussi d'utilité de ce que je fais actuellement, puisque finalement les ingénieurs ont quand même un impact sur la société. Et l'idée de l'association, donc, c'est un peu de rentrer dans ce débat-là, qui est actuel, de savoir comment former les élèves ingénieurs à ces questions d'enjeux sociaux environnementaux. Et donc c'est de rentrer dans ce débat pour aussi essayer de montrer l'intérêt de l'apport des sciences humaines et sociales dans le métier d'ingénieur, pas seulement en tant que culture générale, mais aussi comme réels savoirs qui sont mobilisables pour les ingénieurs dans leur métier. Et donc finalement c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'est vraiment un poste qui me plaît beaucoup. Voilà, c'était le témoignage de Nathan Coutable. J'espère que vous l'avez tous bien entendu. Certains avaient des problèmes de son, c'était pas mon cas ici, mais voilà. Écoutez, Pierre Lamblin, vous êtes directeur des études de l'APEC. Peut-être présenter rapidement les études à l'APEC, mais surtout la première question que j'ai envie de vous poser, c'est la reconversion. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'il y a reconversion? Qu'est-ce qu'une reconversion exactement dans la définition? Bonjour Anne-Florence. Alors peut-être en quelques mots, je vais me présenter. Donc je suis le directeur des études de l'APEC, pour faire simple. Donc autour de moi, j'ai une quarantaine de collaborateurs à l'APEC, donc qui sont chargés d'observer le marché de l'emploi cadre sous toutes ses dimensions. Vous m'entendez bien? Bien. Parfait. Sous toutes ces dimensions, donc justement, puisque nous avons une mission dans notre mandat de service public, justement, d'observatoire du marché de l'emploi cadre, afin d'apporter toutes les clés de compréhension sur ce marché, son évolution, ses tendances, l'évolution des métiers, des compétences recherchées par les entreprises, au travers d'un grand nombre de travaux d'enquête, d'études, mais aussi le développement d'outils, d'autoconsommables, d'applicatifs que vous retrouverez tous sur apec.fr, qui est orienté candidat ou recruteur. À titre d'exemple, c'est le simulateur salaire qui permet d'avoir des repères sur son marché en matière de salaire. Quand on est jeune diplômé, qu'on arrive sur le marché du travail, qu'en est-il de tel salaire sur
sur tel métier, dans telle fonction, de la même façon pour une entreprise qui cherche notamment de petite taille, qui a un poste à pourvoir. Également, un autre applicatif qui s'appelle DataCadre, qui permet de se projeter sur son marché et qui donne toutes les opportunités d'emploi qui se présentent à 12 mois. Et puisqu'on parle reconversion, notez que nous avons programmé cette année une étude spécifique sur ce sujet-là pour savoir ce qu'il en est chez les cadres. Et alors, je vais partager le document, que ça vous l'aurez à l'écran. Est-ce que vous l'avez à l'écran tous? Florence, c'est bon? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Faut que tu mettes en plein écran, je pense, pour que ce soit visible. Voilà, je vais le mettre en plein écran. Il est en plein écran, c'est bon? Oui. Parfait. Voilà. Alors, justement, la question posée par Anne-Florence, donc, qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle? Alors, on peut y mettre beaucoup de choses. Dans tous les cas, nous, on a délimité, notamment dans le cas de cette étude que nous sommes en train de lancer et qui sera à apparaître à l'automne de cette année, hein, à travers un travail qualitatif mais aussi quantitatif pour objectiver ce qu'il en est, combien de reconversions professionnelles a-t-on dans une année. Donc ça couvre aussi bien des changements de métier en évoluant au sein de son entreprise. Bon, typiquement, je prends le cas que j'ai vécu, un chargé d'études que j'avais dans ma direction, qui a souhaité évoluer dans le réseau de la PEC pour devenir consultant. Donc là, typiquement, c'est un changement de métier, mais on reste dans l'entreprise. Mais ça peut être aussi un changement de métier en quittant son entreprise, tout en restant dans le même secteur d'activité, avec ou sans changement de statut professionnel. Autre exemple, là, c'est typiquement le cas d'un consultant, d'un chargé d'études, d'un chef de projet aussi, c'est un cas concret que j'ai vécu, un chef de projet chez moi, donc qui pilotait plusieurs projets, plusieurs études et qui a souhaité rejoindre le secteur de la santé du médico-social après une formation CAPDES pour devenir responsable d'un établissement, d'un EHPAD. Donc c'est vraiment un changement de métier en quittant l'entreprise. Et également, ça peut être un changement de métier et de secteur d'activité, ce qui est plus rare, bon, c'est le cas que je viens d'évoquer. Et enfin, aussi le changement de statut vers ou celui d'indépendant en l'absence de changement de métier. Typiquement, c'est la personne, ça peut être une femme qui a été responsable du marketing et qui veut se reconvertir et se mettre à son compte et devenir consultante experte en marketing ou en stratégie. Voilà ce que ça recouvre. Et avant de poursuivre sur ce sujet-là, juste, je voudrais m'arrêter quelques instants rapidement pour revenir sur, Anne-Florence l'a évoqué rapidement, donc ce sont ces nouvelles aspirations qu'ont les cadres, qu'ont les jeunes, et notamment sous l'effet de la crise sanitaire, des confinements successifs, dans ces nouvelles aspirations, cette accélération du changement, pour signer que aujourd'hui, ce qui compte aux yeux des cadres dans la vie professionnelle, c'est avant tout l'épanouissement. Donc, c'est prendre du plaisir dans son travail, mais c'est aussi avoir un métier faire un métier qui a du sens. Donc, c'est pour une grande majorité des cas, vous le voyez sur ce graphique, hein, la part en vert, c'est la partie la plus importante pour plus d'un cadre sur deux. Mais c'est aussi avoir une sécurité dans l'emploi, percevoir des revenus, entreprendre, initier de nouveaux projets. Anne-Florence parlait tout à l'heure de se projeter en matière d'évolution professionnelle. C'est important. Quand un cadre aujourd'hui change d'entreprise, c'est notamment pour avoir davantage de visibilité sur
sur sa projection et sur son évolution professionnelle. Également, ce qu'il faut entendre, c'est côté entreprise. Bon, ça c'était le versant cadre. Côté entreprise, on a aujourd'hui un marché qui est très dynamique. Bon, malgré les incertitudes qui pèsent sur la conjoncture économique, sur la croissance, les investissements, donc qui peuvent venir freiner certains besoins en compétences qu'on ne voit pas encore. Hein. Nous avons publié récemment fin avril donc les prévisions de recrutement 2022. Ça tient toujours. Les baromètres de conjoncture sont toujours bien orientés pour l'instant et les entreprises connaissent d'importantes difficultés. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas en 2020, ça s'est renforcé en 2021, ça va se poursuivre en 2022 et notamment par le fait on manque de profils disponibles sur le marché. Il y a un décalage aussi entre les candidats recherchés et les candidats à sa disposition. Il y a aussi des phénomènes de concurrence, des phénomènes de surenchère en matière salariale. Donc tout ça n'aide pas, mais c'est un fait aujourd'hui, en tout cas qui explique quand même la tension du marché. Également un élément nouveau qui est un aspect très important pour les cadres et qui s'est installé depuis le début de la crise sanitaire. Les cadres sont pour 1 sur 2 attachent une importance au télétravail, puisque vous le voyez ici sur le graphique, notamment dans les grandes entreprises, plus d'1 sur 2, 53%, seraient prêts à renoncer à une entreprise qui ne propose pas une solution de télétravail. Donc pour eux, ça fait partie du paysage du travail aujourd'hui dans l'entreprise, ce fonctionnement en mode hybride. Ce que n'ont pas encore compris toutes les entreprises, puisque seulement 22%, une entreprise sur 5, a compris que l'absence de télétravail pouvait constituer un frein, justement pour attirer et recruter. Donc on voit bien que c'est un aspect aussi important qui s'est installé depuis maintenant près de 2 ans et qui va bien sûr continuer puisque les cadres aspirent à avoir 2 voire 3 jours de télétravail par semaine. Qu'en est-il des changements également des mobilités? Là aussi, ce qu'on observe depuis de nombreuses années, hein, ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus mobiles, qui aspirent le plus à changer d'entreprise, à engager des démarches de mobilité, soit en consultant des offres, soit en ayant des entretiens. Vous le voyez sur ce graphique. Donc c'est la part en jaune ils sont beaucoup plus nombreux en proportion par rapport aux autres catégories d'âge. Également, ce sont eux qui expriment le plus d'envie de reconversion professionnelle. Et interrogés en décembre 2021, donc tout récemment, ils étaient encore 42% dans ce cas-là, et ce plus fréquemment que les autres catégories d'âge. Et on observe une évolution là aussi depuis la crise sanitaire. Hein. Sachez que la crise sanitaire a augmenté les envies de changement. Donc changer de région, changer de métier, donc se reconvertir, créer, reprendre une entreprise, donc une envie de changement. Même s'il y a toujours un décalage entre l'envie de changer et puis sa réalisation. Également, autre élément intéressant, en cas de perte d'emploi, les cadres seraient prêts à changer de région, j'ai évoqué, donc 52% au dernier, à la dernière mesure d'octobre dernier. Sachant que la dernière mesure qu'on ait faite en termes de mobilité géographique de cadres, donc ces cadres qui changent à la fois de lieu de résidence et de lieu de travail, ne sont que 2% de la population des cadres. Hein. Ouais, donc ce grand écart entre les intentions et le 2%. Alors le 2%, c'était avant la crise. Il faudra le remesurer. On doit être à beaucoup plus que 2% aujourd'hui, bien évidemment. Également, alors s'il change de région, c'est en premier lieu pour bénéficier d'un meilleur cadre de vie. Vous le voyez sur le graphique ici. Et de façon plus importante pour les cadres franciliens, assez logiquement. Également bénéficier de meilleures opportunités professionnelles
mais aussi pour d'autres raisons, se rapprocher de proches, en raison de mobilité professionnelle du conjoint ou pour d'autres raisons. Aussi, en cas de perte d'emploi, les cadres envisageraient aussi des reconversions contraintes, donc changement de secteur, reprendre une formation, on va le voir, changement de métier, également prendre temporairement un travail alimentaire, augmenter votre temps de trajet, accepter une baisse de salaire, changer de région, renoncer au statut cadre, on va le voir sur d'autres graphiques, créer votre propre entreprise ou partir à l'étranger. J'en profite pour faire juste une parenthèse très rapide, à savoir prendre temporairement un travail alimentaire au travers des travaux qu'on réalise auprès des jeunes diplômés. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est parmi la part de ceux qui sont en emploi à un niveau d'études assez important, puisqu'on est à un niveau bac plus 5 et plus, on note encore 20%, donc un jeune en emploi sur 5 déclarant occuper un job alimentaire. Je la referme assez rapidement. Et là aussi, 4 cadres sur 10 seraient prêts à renoncer au statut de cadre, donc 7% certainement, seraient prêts à quitter le salariat. Bon, je ne rentre pas dans les multiples raisons qui les poussera à quitter le salariat, mais là aussi, c'est souvent parce que il y a un lien qui s'est rompu avec les hiérarchies, il y a une mauvaise ambiance de travail, il y a des lacunes au niveau du management, il y a une combinaison de facteurs qui font que le cadre n'est pas satisfait du salarié. Pour autant, il a bien conscience que le salariat offre aussi certaine sécurité au niveau financier. Et enfin, plus d'un cadre sur 2 envisageait de quitter le secteur privé pour aller dans la fonction publique. Ce chiffre nous a surpris quand on a exploité les résultats, donc un cadre sur 2. Donc vous voyez, il y a quand même des aspirations, des envies de changement à tout niveau, même si toutes ne vont pas se réaliser. Et ça, c'est quand même très récent. On n'a pas tout mesuré avant la crise, mais on avait certainement pas ces pourcentages, ils étaient certainement beaucoup plus faibles. Alors, nous avons aussi mené un travail par le passé qu'il faudrait réactualiser, puisque ce travail date de 2015, et nous avions appréhendé la dite réorientation professionnelle en début de carrière, à savoir c'est chez ces jeunes diplômés dans les 2 premières années après l'obtention de leur diplôme. Et on a observé que 14% de ces jeunes diplômés ont vécu un changement significatif d'orientation professionnelle en début de carrière. Alors, souvent pour des raisons multiples, soit, on va le voir dans une slide qui suit, et sur ces jeunes diplômés, 21% vont reprendre des études, donc vont suivre une formation complémentaire, des formations souvent plutôt courtes. 3% vont mener à bien des projets de création d'entreprise, et même 13%, se rajoutant à ces 3%, seraient prêts à le faire. Et la proportion est plus forte en matière de formation aux projets de création d'entreprise parmi ceux qui sont sans emploi. Et enfin, 1 sur 4 a bénéficié d'un accompagnement durant son changement professionnel. Sachant que ce changement ne se fait pas sans difficulté. C'est un parcours assez long, ponctué de difficultés, notamment par le manque d'informations sur les dispositifs, mais aussi difficulté à trouver des formations, et aussi par crainte d'échouer. Les causes sont multiples à cette réorientation. Suite à un choix initial d'orientation qui est pas tout à fait juste, puisque le jeune le remet en cause parce que l'orientation s'est faite sous la pression de la famille, sous la pression des amis, par le fait qu'on était bon dans certaines matières ou telle autre, donc on a été dirigé vers telle ou telle discipline, et à l'arrivée ça le fait pas. Ça le fait pas parce qu'on
on ne se sent pas bien une fois qu'on est en poste. On peut avoir aussi des désillusions, des déceptions quand on est confronté avec le monde du travail. Et enfin, des difficultés pour s'insérer qui nous obligent aussi de manière contrainte à s'orienter euh, vers un autre domaine et voir reprendre une autre formation. Et c'est le fait aussi qu'on soit jeune. Je prends la deuxième citation. Je me suis dit que si je ne changeais pas maintenant, je ne pourrais pas le faire plus tard. Voilà, donc beaucoup de jeunes qui se disent ah ben, si c'est maintenant, c'est pas maintenant, je le ferai jamais. Donc autant le faire maintenant, c'est encore possible avant que je n'ai d'autres contraintes, notamment qui peuvent être familiales, par exemple. Alors, comment sont jugées ces orientations par les recruteurs? Dans cette étude, nous avons été interrogés aussi des entreprises, des recruteurs. Globalement, elles sont plutôt jugées positivement par les recruteurs. Alors, ça, c'était dans un contexte, c'était en 2015, 2016, donc c'était en 2015, donc c'était après la crise 2008-2009, mais avant celle qu'on a connue. Je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs pourraient avoir un avis différent, d'autant plus qu'ils sont confrontés à des difficultés de recrutement, donc ils pourraient être très, très intéressés par des profils comme cela. Parce qu'à l'époque, bon, certains étaient plutôt très bien orientés, d'autres plutôt réservés quand même. Alors ceux qui sont les mieux orientés, c'est ceux qui ont vécu personnellement aussi des réorientations, parce que eux-mêmes en ont déjà vécu une. Également, pour eux, c'est une question sociétale et culturelle, à l'image de ce qui se fait dans des pays anglo-saxons où la reconversion est mieux perçue que ça ne l'est en France. Donc là aussi, certainement, on a une évolution des mentalités. Ça resterait à appréhender dans une nouvelle étude. Pour les recruteurs, enfin, les facteurs clés d'une reconversion réussie, c'est qu'elle doit être motivée, préparée et aussi justifiée, sachant que la formation diplômante peut être d'une grande aide. Enfin, alors, si elle est jugée positivement par les recruteurs, c'est pour certains atouts. Pourquoi? Parce que les réorientés affichent une ténacité, de l'adaptabilisme, mais aussi de la mobilité à tout va, même si par certains côtés, il y a des manques de savoir-faire, de savoir-être, et parfois aussi le fait qu'on ait poursuivi des études, on peut se retrouver avec des profils surdimensionnés par rapport aux postes à pourvoir, aux compétences recherchées. Et aussi la crainte de certains recruteurs, c'est de recruter quelqu'un qui prendra un poste par défaut sous prétexte qu'il veut faire autre chose. Là, ici, je ne vais pas m'étendre parce que Florence y reviendra dans les accompagnements que l'APEC propose au quotidien aux jeunes et aux cadres en matière de reconversion. Mais nous avions identifié dans cette étude donc les 10 points de passage clés pour réussir sa réorientation. Donc, je vais pas plus les énumérer que ça et Florence y reviendra. Je vais juste terminer par deux slides pour tenir dans le temps de parole sur une autre étude que nous avons réalisée il y a un peu moins de temps. Donc, elle a été publiée en 2017. Elle doit être encore accessible non pas sur apec.fr, mais sur le site corporate.apec.fr. C'est le deuxième site que nous avons qui est plus institutionnel et qui permet d'accéder aux travaux d'études in extenso. Nous avons fait un travail sur la reconversion des cadres du privé vers l'économie sociale et solidaire. Donc, à la fois pour des jeunes diplômés et des cadres en emploi. C'était des travaux vraiment qualitatifs sur des cas concrets pour aller vraiment sur le vécu et comment ça s'était passé.
Donc, qu'est-ce qu'on observait à l'époque? Donc, du côté jeunes diplômés, des jeunes plutôt très motivés par ce domaine-là, mais pas toujours formés, car préoccupés par le devenir de la société. Donc, je pense qu'ils sont encore plus aujourd'hui. Souhaitant agir, bon, ça rejoint cette quête de sens dans leur travail, dans un domaine comme l'économie sociale et solidaire, avec parfois une perspective militante. Côté cadre, souvent ce sont des personnes qui rejoignent ce secteur-là parce que ils abandonnent un emploi car ils ont le sentiment d'être dans une impasse, des conditions de travail souvent décevantes, et ils recherchent un intérêt dans le travail tout en préservant une certaine liberté. Avec des points positifs et d'autres points négatifs que présente l'économie sociale et solidaire. Du côté positif, donc humanisme, liberté, donc globalement des personnes qui sont satisfaites par une certaine forme d'épanouissement, l'ambiance, la relation au travail, un faible stress, mais aussi la gestion du travail du temps. Et il faut aussi voir les côtés négatifs, si je puis dire, qu'on a bien décrits dans des travaux spécifiques à l'économie socialitaire. Je vous invite à les parcourir, à savoir ce qu'on observe dans ce domaine-là, des salaires souvent moins élevés que dans le secteur privé, hormis peut-être tout le secteur banque, les banques mutualistes, où les salaires sont quasiment au même niveau. Parfois des postes mal définis, plus souvent plus de précarité que dans le secteur privé en général. Et là, ce que révèle l'étude, des conditions de travail également parfois qui laissent à désirer. Des difficultés en matière de relations avec le gouvernement et les bénévoles, le développement des compétences qui fait parfois défaut. Et vous voyez, le terme stress apparaît de chaque côté, donc comme quoi c'est pas si net que ça. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur le sujet de la reconversion, et je vais passer la parole à Florence. Alors, bonjour à toutes et à tous. Florence Sequaino, je suis donc consultante en développement professionnel à l'APEC, ce qui signifie que je suis dans la mission d'accompagnement des jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle, des cadres dans toute leur évolution professionnelle. Et puis, je voudrais revenir effectivement avant d'aborder avec vous les 5 questions clés que les jeunes cadres et les moins jeunes d'ailleurs se posent dans le cadre de leur de projet, d'une réflexion de reconversion, sur le fait que effectivement, à l'APEC, on est confronté à des très jeunes actifs qui connaissent des reconversions professionnelles. J'ai même des cas à vous livrer. Et elle est particulièrement marquée chez nous à l'APEC sur les 27-34 ans à peu près. Tous, et ça a été largement dit par Pierre, mais je vais y revenir, vont évoquer, dans les cas que je vais vous évoquer aussi, une profonde remise en question. Ils ont eu besoin véritablement de peser le pour et le contre, de faire un gros bilan de leurs acquis, de leurs connaissances, mais aussi ils ont mené, c'est des mots-clés, c'est des termes utilisés par les jeunes cadres eux-mêmes, de réaliser un travail dit d'introspection ou introspectif. Et de fait, ils savent bien que ça paraît comme un vrai processus de rupture, qu'il faut se réinventer, mais c'est leur choix, c'est leur volonté de se réinventer. Ils vont dépenser d'ailleurs une énergie importante et ils le disent qu'en fait, ils vont mettre l'accent par rapport à des projets pour se réinventer sur la détermination, sur l'énergie, sur leur envie, sur la volonté aussi de surmonter des peurs, des doutes qui s'inscrivent le long d'un parcours de reconversion. Et ils disent en fait que ce qui a été relevé par Pierre également et par Anne-Florence, c'est qu'il y a le choix. Ils vont faire le choix d'une trajectoire professionnelle versus une insatisfaction professionnelle aussi, qui est soit liée au contenu du travail, ça a été largement dit, mais la perte de sens, la perte d'intérêt dans le cadre de l'emploi, des conditions qu'ils disent parfois dégradées. J'ai des cas où vous allez l'entendre,
des rythmes de travail ou des horaires très éprouvants qu'ils n'ont plus envie de suivre. C'est une pression excessive du management aussi qui est largement évoquée, ou manque de reconnaissance sur l'engagement, sur le réalisé, les missions réalisées, voilà. Mais ça peut être aussi l'insatisfaction liée aux conditions d'emploi, c'est-à-dire le risque même que il y ait une perte d'emploi compte tenu de la transformation, de la réorganisation, de restructuration dans les entreprises. Et puis aussi, ils évoquent le rétrécissement de l'évolution professionnelle, et très vite. C'est-à-dire, ça peut être le cas à 27, 28, 30, 31, 32 ans, effectivement. Dans les moteurs qu'ils vont recenser, on parle de gains d'autonomie, de gains d'indépendance, on parle aussi d'acquisition, enfin, je dis enfin parce que c'est des mots utilisés, de compétences, de nouvelles compétences qui sont alignées avec les aspirations personnelles de chacun et non avec celles proposées par les employeurs. Donc il y a un système de valeurs là dont on parle. C'est une liberté d'organisation, puis aussi, ça a été dit, c'est l'équilibre de vie personnelle, professionnelle. Alors bien sûr, tout ce qui va être risque, on va y revenir, l'irrégularité des revenus à court et à moyen terme est un vrai sujet. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question à ce niveau-là. Le choix s'oriente parfois pas tant en lien avec les revenus que par rapport à un bénéfice, un gain de style de vie, d'équilibre, en fait. Et effectivement, on va revenir à l'APEC avec les différents jeunes sur les différentes questions qu'on va se poser pour mener un projet de reconversion. Pierre, tu peux remettre le slide, s'il te plaît? Donc, on va travailler et on va avancer avec eux dans leur cheminement par rapport à ce processus de reconversion. On est un peu dans une analyse SWOT. Vous voyez, c'est-à-dire les risques, les opportunités, les menaces, etc. C'est ce que vous voulez gagner maintenant et pourquoi. Il faut revenir sur chacune de ces questions. On va travailler avec les jeunes cadres et les cadres tout court sur ces questions. Ce que vous êtes prêts à perdre et donc les risques, l'évaluation des conditions de réussite, des risques, on en est là sur ces questions. Ce que vous voulez poursuivre et pourquoi? Parce qu'on va parler aussi de transférabilité des compétences. Et puis, et enfin, et surtout, est-ce le bon moment pour vous lancer? Il y a peut-être plusieurs alternatives. Et voilà ce sur quoi on va travailler. On va vous accompagner dans toutes les étapes du processus de reconversion, qui mène ou pas au processus de reconversion. Donc, c'est à la suite. Voilà. Il y a 7 étapes. Donc, nous, on accompagne les jeunes cadres pour les aider à structurer leur réflexion, se situer sur ces différentes étapes. Il est évident aussi qu'il y a différentes itérations, des allers et retours entre les différentes étapes, parce que vous allez voir, et on va en parler ensemble, que chaque étape permet d'explorer des champs particuliers. Alors, de fait, on leur dit aussi qu'effectivement, il y a 3 options possibles. Et comme l'a dit Pierre, alors, bien sûr, la première est de décider à l'issue de ce processus de se reconvertir ou de se réorienter. Mais ça peut être aussi de modifier le projet parce que le long de ce chemin, de ce processus de réflexion, d'autres options vont peut-être émerger ou alors d'ajourner le projet. La première étape sur laquelle on travaille avec les cadres, c'est de cerner ses motivations, ses valeurs, ses aspirations et ses moteurs. Donc effectivement, c'est les aider à affiner le plus possible leurs motivations profondes parce que plus on les identifie et plus on identifie aussi le travail et l'environnement qui nous correspondent le mieux. Et effectivement, entre ces idées, ces envies, ses besoins, il faudra faire un choix aussi en fonction de ses propres priorités, de sa réalité aussi. Alors, on l'a vu, les exemples de motivation, c'est créer son propre emploi, c'est saisir une opportunité parce que oui, les choix se font aussi par opportunité et par rencontre. C'est changer de vie, c'est vivre de sa passion, c'est donner du sens à sa carrière, c'est évoluer professionnellement, c'est relever un défi, un challenge. Ensuite, on passe ensemble à l'étape 2,
qui est d'identifier ses compétences, ses connaissances, les outils, les qualités, les méthodes. Il s'agit là de se dire, de revenir sur le fait que tout au long de sa vie, on développe des compétences et des méthodes. On apprend tout le long de sa carrière. Donc là, on propose souvent d'en faire une forme de liste, c'est-à-dire de revisiter son parcours professionnel de façon déjà à se réapproprier son parcours et ses valeurs ajoutées qui vont être en lien aussi, bien souvent, avec le projet de reconversion professionnelle. C'est dégager de chaque expérience des réalisations, des compétences clés, des compétences qui peuvent être d'ordre fonctionnel, managérial, technique, mais aussi en termes d'aptitude, de qualité personnelle, c'est très important, et de motivation, bien sûr. Il faut en déduire les différentes valeurs ajoutées pour repérer les compétences transférables dont je parlais. En tout cas, c'est aussi, d'ailleurs, revenir sur des expériences privées, dites extra-professionnelles, sur lesquelles aussi on développe un certain nombre de compétences qui, d'ailleurs, bien souvent peuvent être en lien avec le projet de reconversion professionnelle. Ensuite, il est absolument nécessaire de se projeter vers son idéal. C'est-à-dire qu'il faut, ce qu'on propose souvent, mais les gens le font assez spontanément, c'est de se remémorer ce qu'on voulait faire ou ce qui nous est vibré quand on était jeune et de ce qu'on rêvait de devenir plus jeune. Mais que, comme Pierre l'a soulevé, par la force des choses, par les conventions sociales, parce que c'était comme ça, on n'a pas pu les mener à terme, ces projets, ces idées, ces rêves, et où le marché ne le permettait pas. Ça peut être aussi ça. Heureusement, la reconversion professionnelle, c'est une chance de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Et plutôt que la personne que les autres attendent de vous, que la société aussi a fait de vous, tout simplement. En point 4, ensuite, c'est évidemment une étape obligatoire d'explorer l'environnement en se confrontant au marché ou au métier. Là, une fois qu'on a fait le point sur ses motivations, sur ses compétences, sur ses connaissances, etc., l'heure est à la précision du choix de reconversion. Et évidemment, ça ne varie jamais, on vous accompagne pour que vous puissiez réaliser une enquête, une étude de marché ou une enquête métier. Quelles sont les compétences demandées, les formations, etc. Je vais essayer d'accélérer, je vois que le temps file, Anne-Florence. Alors, en point 5, la reconversion professionnelle, c'est identifier les moyens de concrétiser son projet. Est-ce que, pour le coup, on a remis en question les compétences et de ses propres compétences et maintenant, il est nécessaire de pouvoir se demander comment, avec une formation peut-être. Peut-être qu'il s'agit d'acquérir de l'expérience grâce à son réseau pour tester un métier. C'est tester le métier aussi grâce notamment à des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les demandeurs d'emploi le font souvent pendant un mois, tester le métier. Mais c'est aussi une vraie étude de marché dès lors qu'on va sur un projet de création d'entreprise. Ensuite, le point 6, évaluer la viabilité du projet parce que oui, au plan financier, ça peut peut-être coûter un petit peu d'argent. Donc, il faut prendre différents paramètres en considération et même les moins agréables et s'assurer du soutien des proches. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, s'assurer d'avoir un environnement qui nous permette une réflexion qui est propice à la projection et à ces processus de changement. Et puis, point 7, s'organiser et ne pas négliger les points pratiques, c'est-à-dire aussi, évidemment, il faut réfléchir en termes de temps. La reconversion prend en moyenne entre 9 et 12 mois. Entre l'idée et la mise en œuvre, c'est-à-dire ne serait-ce que commencer un projet de formation, il peut se passer 1 an. Et du coup, comment on va faire? Est-ce que je vais démissionner? Est-ce que je vais demander un projet de transition professionnelle, ce qui remplace le CIF, donc une formation longue? Est-ce que je vais prendre un congé pour création d'entreprise, par exemple? Voilà, toutes ces choses sont à penser, ce qui vous amène ensuite au processus de reconversion. Sachant que pour exemple, je ne l'ai pas dit, mais moi-même, j'ai réalisé
une reconversion professionnelle à un moment de ma carrière, et plutôt jeune, hein, j'avais 35 ans, je crois, en créant une société de conseil. Donc, c'est sûr que c'est peur, c'est doute, c'est comment je vais faire et avec quels moyens, et notamment les statuts juridiques pour le créateur, ce sont des questions assez classiques. Anne-Florence, est-ce que j'ai le temps de parler d'un ou deux cas? Très court. Rapidement, parce que j'aimerais pouvoir échanger aussi avec les participants à ce webinaire. Ok. Je vous donne juste deux cas rapides. J'ai Christophe qui a 31 ans. Il est ingénieur spécialisé en énergie, mais il est aussi titulaire d'un master spé entrepreneuriat HEC Paris. Il dispose de 5 ans d'expérience dans le milieu des startups et dans des grands groupes sur les métiers techniques du bâtiment et de la vente auprès de grands comptes privés et publics. Et il a témoigné de sa passion pour l'entrepreneuriat depuis finalement son premier diplôme. Et puis alors évidemment, sa formation a confirmé sur l'entrepreneuriat sa volonté d'entreprendre à moyen terme. Du coup, il a décidé de créer un cabinet de conseil en maintenance multitechnique du bâtiment avec un associé et l'entreprise a démarré. Il faut savoir que beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs nous sollicitent dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage qui, après le 1er novembre 2019, permet à des salariés de démissionner puis de percevoir les allocations chômage dans le cadre d'un projet de reconversion qui nécessite une formation ou dans le cadre d'un projet de création de reprise d'entreprise. Donc les cas que je vous donne là sont des cas par rapport, le cas que je viens de vous donner, notamment de vous livrer, est un cas dans le cadre d'une démission pour création d'entreprise. Mais j'ai un autre cas plus étonnant, je dirais, qui est Marie, elle a 27 ans, elle est diplômée en marketing, elle avait intégré il y a 2 ans une grande agence des médias en tant que chef de publicité. Mais elle se rendait compte que c'était la 3e fois qu'elle changeait de structure, qu'elle se retrouvait à chaque fois quand même dans un stade de limite de l'épuisement, disait-elle, avec une charge mentale ou une grosse pression de travail. Et surtout, elle prenait en conscience qu'elle était en perte de sens. Et du coup, elle disait vouloir trouver une structure en cohérence avec ses valeurs, ayant l'objectif d'utiliser ses compétences en relation B2B. Du coup, elle a travaillé avec nous aussi, la réactualisation de ses outils de communication, elle a modifié son accroche, et finalement, je vais conclure là, elle a eu un changement de vie important qui l'a menée au Pôle emploi en tant que conseillère entreprise. Voilà, Anne-Florence. Merci Florence et merci Pierre pour ces deux approches. Y a-t-il des questions? Alors peut-être sur tout d'abord les dispositifs de reconversion et puis peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous voudrait témoigner aussi sur une reconversion, mais surtout dire pour vous une reconversion réussie, c'est quoi? Alors, on a des questions sur le fil de conversation. Est-ce que la PEC assiste également les fonctionnaires? Florence. Oui, bien sûr. Les fonctionnaires peuvent être aussi conseillés de la même manière que les cadres du privé, bien sûr. Moi, j'avais la question, mais peut-être que j'ai répondu en partie. À 30 ans, après des études, on a déjà quand même quelques années d'emploi, une vie de famille, etc. Est-ce que reprendre une formation pour se réorienter permet d'avoir, égale plus de revenus? La réponse n'est pas forcément non. Mais ça peut être une formation qui mène à une création d'entreprise. Et là, oui, parfois, ça peut générer davantage de revenus. Et aussi, est-ce que certains considèrent la perte d'emploi comme une opportunité? Bien, figurez-vous que oui. Justement, ils se disent, c'est peut-être les planètes qui s'alignent et qui vont me permettre de faire du moins de réfléchir à autre chose. En tout cas, à 30 ans. On le ressent plus quand on a à l'âge de 30 ans que plus tard. Une personne qui évoque la motivation et qui dit c'est Valentin, pas plus dans le sens, mais plus du tout de revenus. Le temps des études
la question de la formation et de l'accès. Peut-être Florence, peux-tu dire quelques mots sur le sujet? L'accès aux dispositifs de formation, par exemple, avant 30 ans, quand on est déjà bien diplômé. Voilà, on sort d'un bac plus 3, d'un bac plus 4, d'un bac plus 5. Voilà. Est-ce que l'APEC conseille aussi sur les dispositifs de formation, qui est les financements notamment, Oui, qui sont tout à fait. accessibles, hein, parce qu'avant 30 ans, on n'est pas a priori dans les populations, dans les publics cibles prioritaires de la formation continue. Et donc, voilà, peut-être peux-tu en dire un mot? Oui, tout à fait. Il s'agit de guider effectivement sur les différents dispositifs qui existent, mais aussi la demande, elle est plus souvent sur quel type de certification pour un changement de métier plutôt qu'un choix d'une nouvelle formation qui mènerait à un bac plus 5 et plus. C'est vrai, par contre. Mais ça arrive régulièrement. Alors, on avait une question, est-ce que l'APEC accompagne, dans les recommandations que vous avez pu observer, quelle est la proportion vers les métiers, l'environnement, écologie? Je ne pense pas qu'on ait la proportion, en tout cas, juste pour dire que tout ce qui est médico-social est un domaine qui révèle un fort dynamisme depuis quelques temps, hein, et qui a traversé quand même la crise de 2020 sans trop d'encombre, si je puis dire. Sur les 12 derniers mois, on avait plus de 16 000 offres publiées. Et s'agissant des métiers verts, des seuls métiers verts, c'est à peu près 10 000 sur un an. Voilà. Après, vous dire précisément la proportion de ceux qui sont pourvus via des reconversions, ça, je ne sais pas vous dire. On le mesure pas. Après, sur est-ce que l'APEC accompagne des jeunes cadres qui bifurquent vers un métier de l'artisanat? Absolument. Ouais. Et beaucoup passent par nous dans le cadre, une nouvelle fois, de la réforme de l'allocation de chômage. Et du coup, on a eu beaucoup de personnes qui basculent vers l'artisanat, mais aussi, on en avait parlé, vers les métiers de la restauration et métiers de bouche. Alors, il y a une question pour les plus de 55 ans. Alors, j'ai envie de vous dire, on va faire un webinaire pour chaque âge. À chaque âge, ces enjeux. Voilà, on pourra peut-être pas redévelopper le sujet, mais en tout cas, dire qu'il y a aussi des reconversions possibles à 55 ans et que l'APEC est tout à fait accompagnante sur le sujet. Il y a une question sur le coût d'un accompagnement par l'APEC, et là, que répond-on? L'accompagnement à l'APEC est gratuit. Oui, sur les 55 ans et plus, j'en profite pour souligner que nous avons conduit 2 études récemment sur le sujet des très seniors, à la fois pour ceux qui sont en emploi ou ceux à la recherche d'emploi. Donc, je vous invite à consulter ces travaux sur corporate.apec.fr, puisque bon, on met en avant tous les atouts que possèdent ces personnes, notamment auprès des recruteurs, qui ne pensent pas suffisamment à eux quand ils sont à la recherche d'emploi. Hein. Aujourd'hui, c'est 100 000 personnes qui sont à la recherche d'emploi cadre, qui ont 55 ans et plus. Hein. Donc, ça constitue un vivier de compétences assez important vers lequel les entreprises devraient davantage se tourner. Une question. Et l'APEC est là pour ça, pour les y faire penser. On a mis en place différents dispositifs et d'ailleurs sur notre site et à partir de notre page participer à des événements, on a mis en place aussi des ateliers, web ateliers pour valoriser ces atouts de seniors. Et oui, nous avons aussi des ateliers et si ce n'est des stats, en tout cas les personnes que nous rencontrons, 55 ans et plus, bifurquent vers des formes alternatives d'emploi pour beaucoup. L'entrepreneuriat, notamment, évidemment. Une question pour toi, Florence. Quelle est la première étape?
Quelle est la Pour première démarrer une étape? remarche, prendre rendez-vous Oui, avec un conseiller Voilà. APEC c'est ça. sur le site Ouais. tel que ci-dessous. Oui, tout à fait. Prendre rendez-vous avec l'APEC et en fonction de votre lieu d'habitation, vous aurez alors un rendez-vous avec un consultant au plus proche de votre lieu d'habitation, en fait. Et juste pour revenir sur le conseil APEC est gratuit. Nous sommes acteurs officiels du conseil en évolution Mm. professionnelle. Et de ce fait, on apporte conseil et accompagnement à tous les cadres qui en ont besoin. Et tout ça de manière gratuite. Donc nos services, nos ateliers, nos web ateliers, tout cela est délivré gratuitement. Bien, merci. Y a-t-il encore d'autres questions qui ne pourraient pas être remises à un webinaire suivant sur se reconvertir à 45 ans, par exemple? Parce que c'est vrai qu'il y a un seuil à cet âge-là. Ouais. Bien. Est-ce que vous voulez donner quelques mots de conclusion, Florence? 5 conseils clés peut-être pour des jeunes qui voudraient se reconvertir et les rappeler. 5 conseils clés. Ou 3. Bien, venez nous rencontrer. Je dirais que le premier conseil, c'est de venir nous rencontrer pour qu'on évalue ensemble là où vous en êtes dans ce processus de réflexion. Peut-être que vous êtes déjà bien avancé, mais qu'il ne faut pas aller trop vite pour ne pas louper certaines étapes et que on est là aussi pour lever parfois des freins que vous pouvez rencontrer ou des obstacles. Et puis, on a aussi un réseau interne qui dit Waller chez nous, qui permet aussi de vous aider à réaliser vos enquêtes métiers et vos études de marché. C'est pas 5 conseils, mais c'est Très bien, merci. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Merci Pierre Lamblin pour avoir dressé vraiment le Merci contexte Anne-Florence. du marché et des reconversions. Merci Florence pour des conseils avisés et concrets aussi. Je crois qu'il y a plusieurs participants qui ont demandé comment accéder à des conseils désormais plus personnalisés ou pouvoir avoir des conseils et rentrer dans le parcours de l'APEC. De manière plus générale, c'est vrai que je retiens le chiffre de 14% des jeunes diplômés qui ont vécu un changement majeur lors de leur premier emploi. Si on a fait ce séminaire, enfin ce webinaire, c'est aussi parce qu'on voyait quand même qu'il y avait quelque chose qui pourrait s'apparenter, même si ça ne se lit pas dans les chiffres, ce boom de la reconversion des jeunes salariés, peut-être reflète-t-il aussi une inquiétude vraiment majeure sur la manière dont les métiers vont évoluer. Et certainement encore davantage sur notre capacité à accompagner les transformations des métiers. C'est le rôle de l'APEC. Florence a évoqué le rétrécissement plus rapide des perspectives professionnelles dans les motivations des jeunes qu'elle rencontre lors de reconversion. C'est vrai que s'il n'y a pas de compréhension de ces transformations des métiers, peut-être qu'il y a davantage de mal-être et davantage de reconversion. On est un peu dans un cercle non pas vicieux parce qu'on sait combien ces reconversions, on sait les construire de manière tout à fait positive et il en a été question dans le chat, mais c'est aussi à une réflexion sur cet accompagnement, par exemple par l'APEC, avec ses parcours, avec cette volonté d'accompagner les parcours tout au long de la vie des salariés. Quels que soient leurs horizons, on l'a dit, hein, ils peuvent venir de la fonction publique, ils peuvent aller vers l'artisanat, l'APEC sera là, mais aussi par la CFDT au quotidien, dans les entreprises, parce que par exemple, ces reconversions interrogent aussi le rôle du manager auprès des moins de 30 ans. Voilà, c'est important de pouvoir être accompagné de manière collective. C'est même le point de repère afin que reconversion ne devienne pas reddition. C'est vraiment un point d'équilibre, savoir si on a en main de l'accompagnement, alors peut-être que cette anxiété de la jeunesse dont on nous fait état pourra ainsi s'apaiser un peu et nous aurons ainsi des reconversions dynamiques, fluides et tout à fait positives en ce qu'elles permettent
comme disait Florence, d'aligner davantage les compétences singulières, celles auxquelles les personnes aspirent pour elles-mêmes, avec les compétences des entreprises de demain. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Tous les documents qui ont été projetés seront en ligne sur notre site CFDT Cadre. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.